Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie du cours sur le chapitre intitulé Le monde au temps de Charles Quint et de Soliman le Magnifique. Lors de la première partie du cours, nous avons pu étudier qui étaient ces deux empereurs et comment ils régnaient sur deux immenses territoires bordant la Méditerranée. Nous avons également pu voir comment le monde connu des Européens changeait au XVe siècle. Pour rappel, nous avons vu que les États forts régnaient autour de la Méditerranée avec les empires de Soliman et de Charles Quint. Nous avons également vu que la Méditerranée était convoitée par les États et par les pirates ou corsaires, ce qui force les Européens à changer de regard sur l'espace les entourant. Ces analyses nous mènent donc naturellement au Grand 2, qui va nous faire revenir un peu en arrière dans le temps pour comprendre comment les Européens vont s'ouvrir sur le monde. Grand 2, l'ouverture sur le monde au XVIe-XVIIe siècle, des grandes découvertes aux empires coloniaux. Tout d'abord, nous allons voir comment les Européens partent à la conquête du monde avec les grandes découvertes. Ce sont des grandes découvertes parce qu'au XVe siècle, les Européens ne connaissaient pas toute la carte du monde. Ils connaissaient une partie de l'Afrique et de l'Asie, surtout du côté de la Méditerranée, et ils connaissaient également une partie de la Chine et de l'Inde avec qui ils ont longtemps eu des routes commerciales terrestres. Mais la majorité des territoires dans le monde est inconnue. Cette carte d'Henricus Martellus, assez difficilement lisible, je vous l'accorde, illustre le monde en 1489, soit quelques années avant la découverte de Christophe Colomb. On peut voir que le monde connu est assez limité par rapport à la carte du monde actuelle. Lors des grandes découvertes, les Européens partent à la découverte du monde et découvrent pour la première fois de leur histoire l'Amérique et certains territoires africains. Il convient de préciser que ces découvertes ne marquent bien évidemment pas le début de l'histoire des peuples découverts. Ces peuples ont des histoires aussi longues que les Européens, même si aujourd'hui leurs histoires restent parfois difficiles à retracer pour diverses raisons. En tout cas, ces découvertes marquent le début d'une relation entre les peuples européens et les peuples découverts. Nous parlerons de cette relation dans la suite de la vidéo. Les premiers Européens de l'époque moderne à partir établir de nouvelles routes commerciales sont les Portugais. Cette tentation de partir vers l'ouest et l'Afrique est en partie expliquée par la situation du territoire portugais qui fait face entièrement à l'océan Atlantique. Dès le début du XVe siècle, ils vont tenter de passer en Afrique par l'océan. Sous l'impulsion d'Henri le Navigateur, ils passent le cap Bojador, au large du Maroc actuel. Ce cap où les vents et les courants sont difficiles a longtemps empêché les Européens de passer. Une fois ce cap passé, les Portugais commencent à installer de nombreuses factoreries, ou plus simplement des comptoirs commerciaux en Afrique. Ces comptoirs sont des petits territoires dans un pays étranger servant à faire du commerce avec ce pays dans sa région. Au même moment, au milieu du XVe siècle, toujours sous l'impulsion d'Henri le Navigateur, est créée la caravelle. Ces navires sont destinés à la navigation au long cours, pendant de très longues périodes, et il a la particularité d'être très maniable. Cette révolution technique, associée au choix du roi portugais Henri II, accélère le rythme des découvertes. En 1488, c'est le cap de Bonne-Espérance, toujours redouté des navigateurs, qui est franchi pour la première fois par Bartholoméo Dias. Grâce à cette découverte, les Portugais envisagent de rejoindre les Indes par cette route, et c'est ce que fait Vasco de Gama entre 1497 et 1498. Il relie Lisbonne à Calicut en Inde, et c'est le premier Européen à relier l'Europe aux Indes en contournant l'Afrique. C'est le début de l'empire colonial portugais en Afrique et en Inde, qui vient profiter des peuples locaux et de leur rivalité pour développer son commerce et ses richesses. Les Européens ne sont pas motivés uniquement par le commerce et par la quête de richesses. La période entre le XVe et le XVIIe siècle est marquée par une place importante de la religion catholique auprès des pouvoirs en place en Europe, et la religion est un moteur important de ces découvertes coloniales. Le but est de répandre le christianisme partout dans de nouvelles régions. On peut citer l'exemple des découvertes portugaises qui est marqué par un mythe. Ce mythe, c'est le royaume du prêtre Jean, un royaume africain qui serait également catholique. Et une bonne partie des découvertes portugaises en Afrique était en partie motivé par la découverte de ce royaume catholique qui aurait pu être un allié potentiel en Afrique. Aujourd'hui, nous le savons, ce royaume n'a probablement jamais existé, mais cette petite histoire montre bien la place de la religion dans les grandes découvertes. Nous reparlerons de la religion à nouveau dans la suite de ce cours. Après les découvertes portugaises, les Espagnols se sont également lancés à la conquête des routes maritimes, vers l'Inde en passant par l'ouest et l'océan Atlantique. Le premier à partir pour la couronne d'Espagne, c'est Christophe Colomb. Il arrive sur l'île d'Hispaniola en 1492, persuadé d'être en Asie. Il découvre en réalité l'Amérique. Cette découverte de Christophe Colomb marque le début du départ de quelques Européens vers l'Amérique, qui était toujours pensée comme les Indes. On peut citer l'exemple de l'Italien John Cabot, qui se rend en Amérique et revient en Europe pour le compte du roi d'Angleterre. La prise de conscience de la découverte d'un nouveau continent est rendue possible grâce aux écrits d'Amerigo Vespucci, un navigateur qui était parti avec Christophe Colomb. Il écrit un ouvrage qu'il appelle Mundus Novus, un monde nouveau, et il explique alors que Colomb s'est trompé et qu'il n'était pas en Inde. Cette découverte est alors confirmée par quelques expéditions, et Amerigo Vespucci donne alors son nom à un nouveau continent, l'Amérique. C'est le début d'un grand nombre d'expéditions espagnoles vers l'Amérique pour développer ses colonies. Les
grande découverte se conclut avec le départ de Fernand de Magellan. Financé par Charles Quint, il se lance en 1519 dans une expédition pour rejoindre l'Asie par l'océan Atlantique. Il contourne l'Amérique, franchit le terrible Cap Horn et arrive dans l'océan Pacifique. Il vogue alors jusqu'à de nouvelles terres qu'il nomme Philippines en hommage à Philippe, fils de Charles Quint et futur Philippe II d'Espagne. Toutefois, Magellan ne revient jamais en Espagne. Il meurt en combattant contre des Philippins et après avoir perdu une grande partie de son équipage à cause du scorbut. Cette expédition est achevée par Elcano, son lieutenant, qui ramène le navire en Espagne en longeant les Indes puis l'Afrique. Il réalise alors le premier tour du monde de l'histoire entre 1519 et 1522. Cette prouesse technique et humaine marque la fin des grandes découvertes. Une fois que les Hispaniques ont découvert une grande partie du monde, ils ont décidé de l'occuper, tant pour des raisons économiques, avec le développement du commerce et la quête de nouvelles richesses, que pour des raisons religieuses, avec des volontés de développer le christianisme. On dit qu'ils colonisent le monde, ce sont donc des morceaux d'État dans une région éloignée, ici l'Amérique, l'Asie et une partie de l'Afrique. Suite à la découverte de Colomb en 1492, Espagnols et Portugais décident de se partager le Nouveau Monde en 1494 avec le traité de Tordesillas. Les Portugais s'installent donc au Brésil, en Asie et en Afrique, quand les Espagnols s'installent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les Portugais se greffent sur des routes commerciales déjà existantes, notamment dans les Indes, et prennent quelques villes. Ils démarrent également la traite atlantique et transatlantique, c'est-à-dire qu'ils envoient des esclaves africains par bateau vers l'Europe et vers le Brésil pour travailler dans les champs de canne à sucre. Les Portugais entreprennent également la conversion au christianisme de nombreux peuples africains avec l'envoi de missionnaires. Les Espagnols, quant à eux, s'opposent directement aux puissances amérindiennes. Les conquistadors, autrefois chargés de la Reconquista, déciment les Aztèques puis les Incas. Ils décident de s'installer à la place de ces États. On peut citer l'expédition d'Hernán Cortés en 1519 qui détruit l'Empire aztèque avec ses armées pour le compte de Charles Quint. Toutefois, ceux que l'on appelle les Indiens ne sont pas décimés seulement par les soldats. Ils le sont également par un mal invisible, les virus portés par les Européens. Les Espagnols réduisent les populations locales en esclavage et les font travailler dans les champs de canne, pour produire du sucre de canne ou dans les mines. On peut ici citer la mine d'argent de Potosí en Bolivie. Cette mine produit énormément d'argent dès 1545 et permet à l'Espagne de financer toutes ses expéditions et son armée. Cette abondance d'argent déséquilibre même l'économie européenne pendant quelque temps. Les colonies permettent donc aux métropoles de tirer de nombreuses richesses. Elles permettent également la découverte de nouvelles plantes qui sont progressivement introduites en Europe, comme la tomate qui arrive en Europe lors de la première moitié du XVIe siècle. L'exploitation des colonies permet également aux Européens de développer leurs ports. Ils développent leur façade maritime vers l'Amérique pour vendre rapidement les produits importés des colonies. On peut dire que les XVIe et XVIIe siècles sont un temps où les économies européennes s'ouvrent sur le monde. Les historiens parlent de la première mondialisation. C'est-à-dire que les pays européens s'ouvrent à leurs colonies et aux autres pays, faisant entrer de nouveaux produits et d'importantes richesses. Les Européens commercent avec le monde entier pour proposer toujours plus de produits variés et surtout développer leurs économies. Toutefois, ce développement se fait au prix d'un désastre humain. Les conquistadors ont tué de nombreux Aztèques et Incas, et les survivants sont réduits en esclavage pour tirer des richesses de ces régions très peu peuplées par les Ibériques à l'exception des soldats et des marchands. Cette pratique est déjà critiquée par des hommes de l'époque moderne. Le plus connu est l'espagnol Bartolomé de las Casas, qui dénonce les actions des colons espagnols et défend le droit des populations locales. Il exprime notamment l'idée que les conquistadors et les Indiens sont égaux. Il affirme que la prétendue barbarie de ces Indiens, justifiée par le fait qu'ils parlent une langue étrange, n'est justement pas juste, et que selon lui, les conquistadors doivent également passer pour des barbares aux yeux des Indiens, tant pour leur langue étrange que par leur comportement. Pour conclure, nous pouvons dire que le siècle de Charles Quint et de Soliman est bien le début d'une nouvelle époque. Le début de cette époque moderne est marqué par la puissance de ces deux États, autour de la Méditerranée, ainsi que par les grandes découvertes. Ces grandes découvertes permettent le développement de grands empires coloniaux qui s'enrichissent considérablement et surtout elles l'ouvrent sur la première mondialisation. C'est ici que s'achève ce cours, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.